Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elles sont chefs d'entreprise, employées, femmes politiques, entrepreneurs, féministes, commerçantes, ingénieurs, femmes au foyer ou tout cela à la fois. Les femmes africaines, de par leur travail acharné et leur mode d'organisation astucieux, tiennent les leviers économiques et sociaux du continent noir. Qu'en est-il pour la diaspora féminine africaine? Bienvenue dans Jigéen Talk, le podcast qui promeut la parole de la femme africaine de la diaspora. Jigéen Talk est un espace de rapprochement entre femmes où leurs intelligences sont mobilisées, où leur détermination et leur solidarité s'expriment pour qu'elles soient écoutées. Avec leurs mots, leurs expériences, leur potentiel, leur vécu, leur parcours, les femmes y évoquent tous les sujets pour elles sans être jugées. Aujourd'hui, je reçois Habiba Riane, franco-algérienne, médecin spécialiste, expert handicap, consultante et formatrice, présidente d'une association. Bonjour Habiba. Bonjour Oumi. Et si je vous demande qui est Habiba? En écoutant votre introduction, je me suis reconnue un petit peu dans toutes ces femmes africaines que vous avez si bien décrites. Alors Habiba est une femme de 64 ans qui est née en France, donc en Europe, mais qui a vécu dans son pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie, après avoir suivi ses parents qui ont décidé de rejoindre leur pays après une indépendance obtenue donc en 62. Elle a vécu, donc Habiba a vécu en Algérie, a grandi en Algérie, a fait ses études en Algérie, alors que ce pays se développait progressivement, et elle a quelque part, même d'une manière innocente, contribué un petit peu à cette évolution. Elle a pu y faire, donc en Algérie, elle a pu y faire du sport, s'émanciper à travers le sport aussi. Elle a fait du volleyball, même d'une manière internationale. Et puis, elle a suivi une scolarité, ma foi, avec succès, jusqu'à l'obtention d'un bac scientifique avec mention, qui lui a permis de rejoindre une faculté de médecine. Je précise encore une fois, c'est à l'Algérie, une faculté de médecine où elle suivra ses études de médecine, d'abord généraliste, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et entre-temps, donc juste avant, ou même un peu avant, quelques années avant de terminer ses études de médecine, eh bien, elle a eu la chance, qu'elle a été chercher un petit peu quand même, d'être animatrice radio d'une chaîne nationale à l'époque, qui est une chaîne française. Il y en avait 3. Une chaîne arabe, une chaîne berbère et une chaîne française. Donc j'ai eu la chance d'être en même temps étudiante et en même temps animatrice radio, où j'ouvrais une chaîne du matin avec de la musique, etc. Et c'est comme ça que j'ai pu terminer mes études, être médecin généraliste. Et là, à l'âge de 25 ans, je me marie. Et je décide de poursuivre mes études à travers une spécialité. Voilà. Je ne voulais pas m'arrêter à la fonction de généraliste, je souhaitais faire un peu plus. Et de par mon expérience de l'époque, de l'expérience maritale, je précise, j'avais épousé quelqu'un qui portait un handicap, et bien je pensais que tout naturellement il était normal d'opter pour une spécialité qui pouvait me faire comprendre ce monde-là. Et c'est comme ça que j'ai passé un concours, puis des études de spécialité dans le domaine du handicap. Et que je me suis retrouvée médecin spécialiste dans ce domaine qui s'appelait à l'époque médecin rééducateur et qui a évolué vers médecine physique et réadaptation. Et puis 28 ans, 29 ans, des choses se passant dans le pays, puis dans la famille, et puis cette aspiration d'aller voir ailleurs m'a amenée en France. Pour tenter l'aventure et essayer d'apprendre plus et de faire différemment en France. Et c'est depuis donc plus de 30 ans, maintenant 34 ans, que j'exerce en France
dans différents domaines où j'ai touché un peu à tout, dans le public, le privé, puis mon cabinet libéral. Et puis très curieuse de nature, j'ai pu participer à des conférences, à des formations qui ont fait mon expertise d'aujourd'hui. Voilà, grosso modo Habiba. Eh bien, j'oublie aussi, j'ai eu quand même 4 filles pendant ma vie maritale. Donc j'ai eu 4 filles qui sont aujourd'hui adultes, indépendantes et voilà, autonomes. Eh bien, un parcours riche et varié. On en apprend beaucoup sur vous. Et aujourd'hui, vous habitez où, Habiba? Alors, j'habite le sud de la France, plus précisément Marseille. Après avoir habité longtemps en Avignon, donc toujours le sud de la France, où j'y ai exercé mon métier et où j'ai créé aussi, j'en profite pour le rajouter, une société, dont je suis gérante, une société qui s'appelle Mondial Concept Solutions, dont l'objet est surtout le conseil, l'accompagnement dans le domaine médico-social et aussi la formation. Donc je crée une formation sur le thème du handicap pour mieux gérer le handicap et c'est celle-ci donc que je porte aujourd'hui et que je souhaiterais dont je souhaiterais faire bénéficier tous ceux qui veulent en France et même au-delà de la France. Parfait. Vous êtes né en France, vous retournez en Algérie où vous restez jusqu'à l'âge adulte, vous revenez en France par la suite. Comment vous avez vécu cette double culture? Alors, je l'ai vécu beaucoup comme une richesse, une très très grande richesse, avec la particularité que en Algérie, la francophonie était de règle à l'époque où j'ai grandi, puisque je pense faire partie des premiers, de ceux qui ont eu la chance, après l'indépendance, de faire des études et des études supérieures, alors que nos aïeux et nos parents avaient du mal à le faire vu qu'il y avait la colonisation. Donc on était quand même francophones et par contre on bénéficiait d'une culture qui était la nôtre, d'une riche culture qui était la nôtre et rajoutée à celle de la France, en tout cas dans mon vécu à moi, je l'ai vécu comme étant une très très grande richesse, une ouverture du monde et d'ailleurs je suis profondément algérienne mais profondément du monde aussi. Je me sens du monde autant africaine que européenne dans certaines choses. Donc c'est plus pour moi une richesse. Une richesse. Alors vous dites que vous vous sentez du monde et de l'Afrique. Quels sont vos rapports avec l'Afrique, effectivement? Alors l'Afrique. Alors en 2014, j'ai eu cette énorme chance de découvrir l'Afrique. Puisque le hasard a voulu que je me rende au Sénégal en 2014, je précise, avec un groupe que je ne connaissais absolument pas à la veille de mon départ et que j'ai suivi en aventure en interrompant mon travail en France. Et j'atterris donc au Sénégal où on devait à l'époque, donc en 2014, aller mettre de la lumière dans un village en Casamance. Qui est le sud du Sénégal. Et je découvre ce village enclavé en Casamance, avec une population pauvre mais un magnifique environnement. Je découvre qu'il existe ce qu'ils appellent un hôpital, une case de santé, qui accueille beaucoup d'Africains de toutes parts, de la Gambie, de la Guinée et même du Sénégal, venant se soigner pour des problèmes psychiatriques. Ce qu'on m'a dit, je découvrirai après que c'est même pour d'autres problèmes. Mais disons que pour la majorité, venaient se soigner pour des problèmes psychiatriques et venir se soigner de manière traditionnelle par le guérisseur du village. Et dans ma pratique en France, j'ai travaillé 20 ans en tant qu'attachée dans un hôpital psychiatrique. Et donc tout de suite, j'ai fait une association d'idées, une association de vécu et dire comment ça se passe en Europe, les soins, bien sûr, le cadre de soins, etc. Et comment ça se passe ici et quels sont les résultats. Eh bien, j'ai tout simplement noté avec grand étonnement que les résultats étaient aussi intéressants dans la brousse, avec les méthodes traditionnelles, même voire plus intéressants, que dans le grand hôpital très bien structuré dans lequel je travaillais. Et par
contre, les conditions de vie étaient tellement différentes, forcément. Les malades du Sénégal, de la brousse, dormaient par terre, il n'y avait pas de moyens, pas de médicaments, pas d'eau à proximité, pas de confort du tout. Eh bien, il y a eu un déclic en moi qui, je le précise depuis jeune, rêvait de faire de l'humanitaire. Et peut-être qu'avoir fait médecine, c'était une façon aussi de le faire un jour, mais je ne savais pas quand. Eh bien, il y a eu un déclic qui me disait, une petite voix qui me disait, c'est là que tu vas commencer à faire ton humanitaire. Et c'est ainsi qu'aussitôt rentrée en France, j'ai créé cette association que je préside à ce jour, dans le but ultime de reconstruire cet hôpital que je n'ai malheureusement toujours pas réussi à reconstruire pour des raisons financières, bien sûr. Mais beaucoup de choses ont été faites autour. Nous avons beaucoup aidé le village à avoir de la lumière, du maraîchage, des puits, etc. Et chemin faisant dans le Sénégal, que je connais aujourd'hui très bien depuis plus de 12 ans, des idées sont venues en observant la population, en observant les soins, la santé, et en disant c'est ici que je pourrais, en tout cas que j'espère pouvoir un jour faire développer mon expertise, car autant en Europe, mon expertise aujourd'hui est assez connue, est assez évoluée, pointue dans la technicité, etc. Et autant en Afrique, malheureusement, le besoin est là, mais la technologie n'y est pas encore et la connaissance n'est pas encore suffisamment développée. Et donc, naturellement, mon africanité m'a poussée à dire, pourquoi pas ici, donc en Afrique, au Sénégal, mais ça va servir à la sous-région, bien sûr. Et je devance votre question, vous allez me dire, pourquoi pas l'Algérie, dans ce domaine en tout cas, mais tout simplement parce que l'Algérie a la chance d'être un peu plus évoluée quand même, et peut-être moins besoin dans ce domaine que les Sénégal. Mais il n'est pas question d'aider le Sénégal, s'arrêter au Sénégal, il est question d'aider le Sénégal pour aider le Maghreb, pour aider la sous-région et pour aider l'Afrique. Donc il faut bien un premier pas quelque part, et bien le premier pas, ça sera le Sénégal. En tout cas, belle leçon d'humanisme, d'humanitaire aussi, et pour l'Afrique, pour l'Afrique. Et aujourd'hui, la diaspora africaine en France est en ébullition. Quel regard justement portez-vous sur cette diaspora ? Alors, quel est le regard que je porte sur cette diaspora ? C'est celle d'un certain avenir grâce à eux, avec eux, pour eux forcément. Je pense que, à mon humble avis, qu'en Occident, on a atteint je ne dirais pas le maximum, parce qu'il y a toujours de l'évolution partout, dans tous les domaines, mais presque le maximum que l'on puisse obtenir dans beaucoup de domaines. Et qu'on en est encore au minimum, parfois pas du tout, en Afrique. Donc je pense qu'il va falloir rééquilibrer les choses, et ce n'est que cette diaspora qui pourra le faire, apporter ce qu'elle est venue chercher il y a des années derrière, et venir le transposer, le transporter dans le pays d'origine, l'Afrique, qui en a grandement besoin. Voilà le regard que je porte, et je pense que l'avenir viendra évidemment des autochtones, parce qu'eux aussi font des choses, on ne peut pas le nier, mais nous, entre autres la diaspora, devons aider les autochtones à évoluer, comme leur partager un petit peu la chance qu'on a eue avec eux. Donc l'avenir est prometteur pour la diaspora qui se tourne vers le pays d'origine. Très, très beau conseil. Et aujourd'hui, quel conseil auriez-vous à donner aux femmes ? Alors, les femmes, merveilleux être humain déjà, pour la qualifier, le côté suisse de l'humain, qui sait tout faire, qui veut tout faire, qui est très courageuse. Et j'en ai l'expérience quand je vais au Sénégal, par exemple, en Afrique, entre autres, c'est toujours elle qui est en avant. Quand il faut faire un maraîchage, c'est toujours elle qui dit je veux faire un maraîchage. Quand il faut créer un puits, c'est toujours elle qui est mise en avant pour le créer. Quand elle veut nourrir ses enfants, c'est toujours elle, enfin, pas toujours, mais en tout cas très souvent elle qui se propose de faire un petit commerce ou un grand commerce. Voilà, donc la femme est omniprésente dans le monde. Et elle a une capacité extraordinaire. Et donc si j'ai un conseil à lui donner, c'est de rester ce qu'elle est
et de se mettre surtout en avant. De se mettre en avant, de porter, de continuer à porter l'espoir d'ailleurs, parce que c'est malheureusement ou heureusement, c'est pas la femme qui porte cet espoir. Et voilà, de se mettre en avant. Et qu'il n'y a pas de sous-métier, même, je dirais, de la femme très instruite à la femme au foyer, elles ont toutes quelque chose à apporter à la société. Voilà. Elles n'ont pas besoin de faire d'études pour en apporter, et si elles ont fait des études, elles sont voilà, évidemment, elles sont capables dans certains domaines et pas dans d'autres. On est très complémentaires, donc la femme, on va dire, est l'avenir du monde. La femme est l'avenir du monde. Très belle phrase. Et aujourd'hui, on vous ramène à vos 20 ans. Que feriez-vous? Eh bien, je ferais peut-être la même chose, parce que j'ai une vie à 20 ans qui était quand même assez riche, où j'ai découvert pas mal de choses. D'abord, j'ai découvert mon pays, que j'ai apprécié. Je militais à mon niveau pour qu'il évolue. J'aurais peut-être fait de l'humanitaire plus tôt, si j'en avais eu les moyens. Alors, vous savez, à l'époque de mes 20 ans, et peut-être dans la société où j'ai évolué, il n'était pas facile de prendre l'avion, de son sac à dos et d'aller faire de l'humanitaire. J'étais une jeune fille, hein, comme toutes les jeunes filles de l'époque. Il fallait quand même se tenir à certaines règles sociétales. Se marier, avoir des enfants, etc. Et donc ça aurait paru assez fou d'aller et de faire ce qu'aujourd'hui j'ai pu faire grâce à les libertés que j'ai obtenues, toujours à travers les études, le sport, et voilà. Donc j'aurais fait plus d'humanitaire, ou de l'humanitaire de l'époque, hein, et je me serais beaucoup plus engagée dans des actions que je fais depuis une dizaine d'années aujourd'hui, mais j'aurais voulu les faire à l'âge de 20 ans. Voilà ce qui me vient en tête de ce que j'aurais pu faire différemment. De très belles choses, hein? Et de beaux projets. Donc, on arrive au terme de ce podcast. Et comment peut-on vous contacter? Parce que vous avez des projets. Alors, pour vos projets, est-ce que vous avez besoin de partenaires? Est-ce que vous lancez ici un appel à des personnes qui souhaitent vous rejoindre? Tout à fait. Comment? Alors, j'ai 2 projets phares. L'un à travers la société dont je vous ai parlé, Mondial Concept Solutions, qui tend la main à tous ceux qui ont des problèmes de santé, de handicap, et qui ne savent pas quoi faire. Mondial Concept Solutions s'adapte à l'environnement de la personne pour pouvoir lui indiquer ce qu'il existe et ce qu'il devrait faire. Aujourd'hui, c'est la France, mais ça peut être, je dirais, le Sénégal, la Tunisie, la Suisse, la Belgique, peu importe. La santé n'a pas de frontières. Les problèmes de santé sont les mêmes que l'on soit à un endroit ou à un autre. Évidemment, les dispositifs ne sont pas les mêmes selon qu'on soit en Afrique, selon qu'on soit en Europe. Mais Mondial Concept Solutions est là pour s'adapter, apprendre les dispositifs qui existent et orienter les personnes vers ces derniers, voire lui en proposer d'autres ailleurs. Mondial Concept Solutions, puisque je parle de la société, forme sur le handicap. On a l'impression qu'on sait ce que c'est que le handicap, mais on n'en sait pas beaucoup. Parfois, on ne sait rien du tout de ce que c'est. C'est un mot pour nous, c'est peut-être un fauteuil roulant pour quelqu'un, c'est une canne blanche pour l'autre, mais ce n'est pas que ça. Donc, je souhaite, via cette société, informer, former sur ce sujet-là. Qui est intéressé, eh bien, Mondial Concept Solutions est au service. Et puis, il y a l'association qui s'appelle ADDS, Action pour le développement durable et solidaire, qui a une main tendue en Afrique, qui évidemment a ciblé le Sénégal du fait du hasard de la vie, mais qui n'est pas fermée au Sénégal, qui est ouverte aux pays limitrophes, à la sous-région, etc. Mais aujourd'hui, on va rester au Sénégal pour commencer quelque chose au Sénégal. Et l'idée, c'est d'y faire développer mon expertise, celui du handicap, de la maladie, de la santé et du handicap, par la création d'un centre de rééducation, mais je précise pour la terminologie qui peut paraître un peu pas très compréhensible, le centre de rééducation, c'est une clinique de rééducation
qui accueillerait les personnes en situation de handicap, qui ont des accidents, des maladies, etc., et qui les mènerait vers l'inclusion, comme le dictent tous les États à travers leurs lois. Donc voilà, on a besoin de partenaires, on ne peut pas atterrir dans un pays et dire « je vais faire », il faut de l'aide. Et puis l'idée, c'est de ne pas faire tout seul, mais de faire avec les gens concernés du pays. La force est d'autant. Alors je précise aussi que Mondial Concept Solutions et ADDS, d'ailleurs, l'association, a mis en place une section dans une école d'orthoprothésistes. Et ça, c'est une fierté, je précise au Sénégal. Alors, le métier d'orthoprothésiste est le métier qui forme les techniciens de santé et ceux qui fabriquent des prothèses, orthèses, quand on a un handicap, Et ce métier, on ne formait pour ce métier qu'au Togo, en Afrique. C'est la seule école qui existait, c'est à Lomé. Aujourd'hui, et désormais, grâce je serais peut-être... je ferai un écart à la modestie en disant grâce à moi, excusez-moi, existe aujourd'hui au Sénégal. On en est à la 3e année. Il y a eu trois sections de 10 élèves. Les 3e années passent leur examen final dans pas longtemps et j'aurai le plaisir d'aller au Sénégal pour faire partie du jury. Donc c'est quand même une petite avancée dans le domaine de mon expertise. Maintenant, l'idéal, c'est d'avoir des partenaires pour pouvoir réaliser cette ultime clinique de rééducation. Et vous cherchez des partenaires financiers, des partenaires techniques, de tout, tout à fait. Compétences, financiers, techniques, étant entendu qu'il ne s'agira pas de construire une structure, simplement. C'est surtout de former. De former le personnel autochtone, de former les soignants qui existent et qui sont très bons, mais qui peut-être pêchent dans ce domaine précis, les former de façon à ce qu'ils soient autonomes et puis qu'ils puissent gérer tout seuls après. Parfait. Et comment on peut vous contacter? Alors, via le site de Mondial Concept Solutions, l'adresse étant dr comme docteur, donc dr-6 riane, RIHANE.com. Et via ce site, vous posez vos desiderata de participer ou d'échanger. Sinon, via l'association dont le site est ADDS, donc je répète ADDS-6 asso.fr.